Salut à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer OpenClaw, cet agent IA qui fait énormément de bruit. La question que tout le monde se pose est assez simple. Est-ce que c'est l'outil de productivité ultime ou est-ce que c'est une faille de sécurité géante qui n'attend qu'à être exploitée? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour bien comprendre de quoi on parle, regardez ce chiffre. Plus de 100 000 étoiles sur GitHub. Et ça, en un temps absolument record. C'est bien la preuve que le projet a touché un point sensible, la promesse d'avoir un assistant qui ne fait pas que parler, mais qui fait les choses. Mais voilà, derrière cet engouement, il y a un gros warning, une mise en garde qui donne tout de suite le ton de notre analyse. On est en plein Far West. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les règles du jeu sont encore en train de s'écrire et que les dangers, eux, sont bien réels pour quiconque s'y aventure sans préparation. Alors, voilà le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va poser le dilemme. Génie ou passoire. Ensuite, on verra comment l'installer proprement et surtout comment ne pas tomber dans le piège des skills. On parlera de la nouvelle mise à jour, de la configuration intelligente et à la fin, on rendra notre verdict. Allez, c'est parti. Ok, on plonge dans le vif du sujet. D'où vient cette double personnalité d'OpenClaw? Comment est-ce qu'un seul et même outil peut être à la fois un assistant de génie et une porte d'entrée potentielle pour tous les ennuis? Regardez, c'est ça le grand écart. D'un côté, le génie. Il peut lire vos mails, coder à votre place, gérer votre agenda, automatiser des trucs super complexes. De l'autre, la passoire. Pourquoi? Pour faire tout ça, il a besoin des clés de la maison, un accès total au système, au terminal, à tous vos fichiers, à tous vos scripts. Le problème, c'est qu'il suffit d'une seule extension malveillante, une de ces fameuses skills, pour que la porte soit grande ouverte. Bon, maintenant, comment on fait en pratique? Vu le risque, la première ligne de défense, la plus importante, c'est l'installation. C'est vraiment l'étape où il ne faut pas se louper pour éviter la catastrophe. Là, le message est limpide. On a tous envie de l'installer sur notre propre machine, celle de tous les jours pour qu'il puisse jouer avec nos fichiers. Sauf que c'est une très très mauvaise idée. En faisant ça, on lui donne littéralement les clés de tout notre univers numérique sans aucun garde-fou. Alors, la bonne méthode, c'est quoi? Il y a 3 règles d'or et on ne négocie pas là-dessus. 1. On l'isole. On le met sur un serveur distant, un VPS, ou une machine qui ne sert qu'à ça. 2. On va modifier le fichier config.yaml, c'est juste le fichier de configuration de l'outil. Et 3. L'option de survie, on active exec.ask on. Ça, c'est crucial. Ça veut dire que l'agent devra demander la permission avant chaque action. C'est un peu moins magique, c'est sûr, mais c'est infiniment plus prudent. Ok, deuxième gros point de vigilance, les skills. Pensez-y comme une sorte d'App Store pour OpenClaw. Ce sont des extensions qui lui apprennent de nouvelles compétences. C'est génial, mais c'est aussi un vrai champ de mine. Et là, c'est la question piège. On trouve une skill qui a l'air parfaite, qui promet de nous faire gagner un temps fou. La tentation de cliquer sur « Installer » est énorme. Mais comment on sait qu'elle ne cache pas un petit bout de code qui va en douce siphonner toutes nos données? Heureusement, il y a une parade. C'est un outil qui s'appelle le Skill Scanner de Cisco AI Defense. Avant d'installer quoi que ce soit, on passe la skill dans ce scanner. Il va l'analyser pour débusquer les menaces cachées, comme les injections de prompt. C'est un peu comme si quelqu'un glissait un mot piégé dans une conversation pour que l'IA fasse n'importe quoi. Le scanner repère aussi si la skill essaye d'envoyer des infos à l'extérieur. Bref, c'est un réflexe à avoir. Allez, on passe à une super nouvelle. La toute dernière mise à jour, la version 2.9 qui est sortie il y a vraiment pas longtemps. Et croyez-moi, c'est pas juste des petites corrections, ce sont de vraies grosses améliorations. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, cette version 2.9? 3 choses. D'abord, l'autocorrection. L'agent est plus malin. Il peut se rendre compte qu'il tourne en boucle sur une erreur et de lui-même changer de méthode. Ensuite, la latence a été super optimisée, il est beaucoup plus rapide. Et enfin, l'interface visuelle, le canvas, est bien plus clair pour voir ce qu'il fabrique. Et attention, les 40% de rapidité en plus, c'est pas juste pour faire joli sur le papier, Ça veut dire que sur des tâches un peu longues, qui demandent plusieurs étapes, l'attente est vraiment réduite. L'interaction est plus fluide et au final, on est beaucoup plus productif. Bon, avoir l'outil le plus récent et le plus puissant, c'est bien beau. Mais si on ne le configure pas correctement, ça reste un gadget. C'est la configuration qui fait toute la différence entre une utilisation amateur et un vrai outil de pro. Ce tableau, il résume tout ce qu'il faut savoir. Pour les clés API, on utilise l'outil intégré OpenClaw Onboard. On ne les écrit jamais en clair dans un fichier, jamais. Et pour les agents, c'est la règle de base. On donne le moins de pouvoir possible. Au lieu d'avoir un seul super agent qui peut tout faire, on en crée plusieurs, bien spécialisés. Un pour le code, un pour l'administration système.
chacun avec juste les permissions dont il a besoin, et pas plus. Moins de pouvoir, c'est moins de risques. C'est aussi simple que ça. Bon, on arrive au bout de cette analyse. Après avoir vu la puissance, les risques et les solutions, au final, OpenClaw, on en pense quoi? Pour résumer, il y a une image qui est juste parfaite. OpenClaw, c'est une Formule 1. Une puissance et une vitesse de dingue. Sauf que cette Formule 1, par défaut, elle est livrée sans ceinture de sécurité. C'est à nous, l'utilisateur, de l'installer, de boucler notre ceinture en appliquant toutes les bonnes pratiques qu'on vient de voir. Et ça nous ramène à un concept clé, le fameux bac à sable, la sandbox. C'est tout simplement un environnement de test totalement isolé du reste. Un terrain de jeu où l'agent peut faire ce qu'il veut sans jamais pouvoir toucher au système principal. C'est la fondation, le minimum syndical pour ne pas faire de bêtises. Et du coup, tout ça nous laisse avec une question ouverte. Pour ceux qui s'y sont déjà mis, jusqu'où ont-ils poussé la machine? Et pour les autres, la vraie question est, faut-il se jeter à l'eau maintenant, au risque de se mouiller un peu, ou vaut-il mieux attendre que tout cet écosystème soit un peu plus stable? La discussion est lancée.